Depuis plusieurs années, la culture asiatique vient en Europe de plus en plus, prend de plus en plus d'ampleur, que ça soit avec des films, que ça soit avec de l'animation ou tout simplement avec de la musique. La France est le deuxième consommateur, après le Japon évidemment, de manga, donc de cette littérature qui se lit à l'envers pour nous, mais aujourd'hui nous allons parler d'un cousin du manga, le manhwa. Tout d'abord, c'est quoi un manhwa? C'est tout simplement la BD, la bande dessinée coréenne. Tout le long de cette vidéo, vous allez voir, il va y avoir des noms très compliqués pour nous, Européens, à prononcer, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des noms que j'ai mal prononcés, parce qu'il y en aura. De plus en plus, on va parler de cette littérature en Europe, mais ça va être surtout pour le moment en Amérique du Nord, même si ça vient en France, c'est pas du tout la même ampleur. Et donc je vais vous montrer avec cette vidéo comment justement s'en est arrivé là. Et donc pour comprendre ce phénomène, revenons au Xe siècle. À l'époque, la xylographie, qui est tout simplement un procédé de reproduction multiple d'une image sur un support, va être de plus en plus utilisée, notamment sur du papier tissu. Nous voyons ces représentations au départ en Chine, puis en Corée, puis après au Japon. Pour comparaison, cela est arrivé seulement 5 siècles plus tard en Europe. La xylographie est essentiellement utilisée dans ce siècle-là pour le courant bouddhiste avec l'expansion de leur culture et donc de leurs textes. C'est grâce à ce courant d'ailleurs que l'art séquentiel va naître. On a la base de ce qu'est l'art en Corée grâce à ce Xe siècle, donc faisons un tour dans le futur, faisons un petit bond et on va en 1883. À cette époque, les bandes dessinées comme l'on connaît aujourd'hui n'a pas du tout vu le jour, mais on a des bases, notamment dans les journaux locaux. En fait, il y a des premiers dessins, des premières représentations qui vont aider le lecteur à suivre l'actualité. Cela va se développer jusque dans les années 1900 où, en 1909, le premier manhwa va être en première page. Cette œuvre, qui s'appelle Sapwa, va être une œuvre caricaturale. Les fonctionnaires pro-japonais sont représentés ici comme des singes. La représentation en animal est beaucoup utilisée dans les caricatures, vous avez sans doute vu ça en cours pendant votre cursus, c'est pas grave si vous vous en rappelez pas. Cela est utilisé essentiellement parce que, je ne sais pas si vous connaissez le contexte de la Corée, si vous connaissez votre histoire de l'Asie, mais en ce moment, en 1900, la Corée et le Japon ne sont pas du tout amis et rentrent en guerre régulièrement. Le Japon qui va contrôler d'ailleurs à cette époque la Corée et donc les journaux et donc les caricatures. Quelques années après, le Japon va se détendre sur cette pression qu'elle donne à la Corée et les manhwas vont repartir. Et là, ça va tellement plaire à tout le monde qu'il va même avoir des concours de caricatures dans les journaux pour essayer justement de faire parler d'eux, de la Corée, du Japon, etc. Il faut attendre 1924, c'est-à-dire 9 siècles depuis le début de la vidéo, pour que les manhwas, donc les BD, même les BD asiatiques en général, prennent les codes des BD occidentales. Deux codes majeurs, c'est-à-dire les cases de discussion, qui n'étaient très peu utilisées finalement, et ensuite les bulles, qui sont des totales nouveautés pour le Japon et la Corée. On doit cela au journal Shōzun Ilbo, et dans l'entre-deux-guerres, il y a deux courants qui se disputent, qui dominent. Il s'agit du courant de la caricature, du coup de la Corée face au Japon, et il y a l'autre côté, les Japon qui font de la propagande pour leur armée. On est encore très loin de la BD actuelle, que ça soit européenne ou asiatique, mais après la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, cela va changer. Qui dit Seconde Guerre mondiale terminée, c'est-à-dire que le Japon n'a plus son ascendant sur la Corée, et la Corée va recevoir de l'aide des États-Unis et des Soviétiques. Pourquoi je vous fais un cours d'histoire en même temps? C'est parce que tout est lié, parce que vu que les BD étaient liés à l'actualité, maintenant qu'il n'y a plus vraiment d'actualité, c'est un monde qui doit se reconstruire, les BD vont s'éloigner petit à petit des journaux. À partir de 1940-1950, les manhwas sont vraiment reconnus pour être un truc à part, un vrai art. Nous avons même, en 1948, les premiers manhwas pour adultes. Je n'ai pas de nom, évidemment, vous pouvez faire vos recherches, mais je ne me permettrai pas de les mettre sur ma chaîne YouTube. Plusieurs journaux vont, pendant les petites années qui suivent, proposer de nouvelles créations, de nouveaux manhwas, mais malheureusement, en Corée, une nouvelle guerre arrive. Malheureusement, tous les pays ont connu ça, c'est une guerre civile, et donc les manhwas qui étaient venus une culture de divertissement est revenue une culture de propagande et de caricature. Que ce soit du côté du Japon d'ailleurs, hein, ça fait la même chose, mais là c'est vraiment côté Corée,
où du coup, il y a eu 2 écoles. Et à cause de ça, comme n'importe où dans le monde, dès qu'il y avait une guerre, ça a suivi condamnation, crime, ça a suivi... Enfin, il y a eu tellement de choses, mais du bon côté, c'est que ce manhwa est quand même resté, aux yeux des enfants, quand même quelque chose de divertissant. Et ça, je trouve ça très important de montrer aux enfants autre chose qu'un pays en ruine et en guerre. Il y a même un nom pour tout ça, ça s'appelle les Taiji manhwa, et le plus connu, c'est le Dr. Handel. Malheureusement, il en existe très peu de traces de ce Taiji manhwa, parce que c'était, en fait, vu comme un papier de très mauvaise qualité, mais à contrario, ce papier de très mauvaise qualité est celui qui a permis d'avoir les codes occidentaux aujourd'hui en Corée, ou du moins de les développer encore plus. Nous arrivons dans les années 60 où le manhwa va, après-guerre, devenir en fait le phénomène à la mode et ça va être en totale expansion. Il va y avoir des librairies, on va pouvoir lire, acheter ou seulement louer à l'instar des comics book stores aux États-Unis. Et là, à l'inverse de il y a seulement 10-20 ans, il ne va pas avoir d'un côté les pros japonais et les pros coréens, on va avoir vraiment 2 genres différents qui sont les maîtres des manhwas. Nous avons d'un côté la science-fiction, la fantasy, et de l'autre côté, justement, ça va être les manhwas historiques qui vont parler des guerres que tout le pays a connues. Malheureusement, ce pays n'a pas le droit de connaître le bonheur, et tout ça va être rasé parce que le pays connaît un coup d'état. Du coup, on repart sur une saison de censure et d'oppression. À l'inverse des premières guerres, ici, ce coup d'état, ça va être une maison d'édition qui va racheter tous les éditeurs justement pour imposer un monopole. Plus simple de censurer les gens quand c'est toi qui dirige tout le monde. On remercie quand même la maison d'édition Adung Munchwana qui va propulser le manhwa encore plus haut. Que ce soit auprès des jeunes ou auprès des adultes. Ils ont compris, ils n'allaient pas non plus quand même censurer le cul. Pardon. Nous arrivons du coup dans les années 70 et un nouveau système de manhwa apparaît, ça va être plutôt les romans graphiques. Les lecteurs vont retrouver ce qu'ils avaient perdu depuis pas mal de temps, c'est de pouvoir critiquer leur pays ou leurs décisions politiques et seulement aussi, un peu plus simple, de reprendre leur histoire en main. Cela on le doit notamment avec l'adaptation de Les Trois Royaumes, mais il y a d'autres œuvres qui ont le mérite d'exister et qui sont reconnues comme Gandogl, qui a vécu 18 ans. Cette œuvre mêlait amour, humour, les rapports hommes-femmes et surtout du cul. Vous verrez la thématique cul, elle arrive très souvent dans cette vidéo. Le plus gros succès des années 70, ça va être l'hebdomadaire Sunday Seoul, qui grâce à un meilleur scénario, un meilleur développement, en fait va écraser la concurrence. Et ça, c'est très important parce que ça marchait du coup chez les enfants et chez les adultes, comme je vous ai dit, et c'était seulement parce qu'en fait le pays a connu quand même 2 guerres mondiales, la guerre froide, la guerre civile, un coup d'état, ça a commencé à faire beaucoup pour eux, donc juste je pense qu'ils voulaient changer d'air. Dans les années 80, Dooley, le petit dinosaure, oui c'est un nom qu'il y avait en Corée pour un manhwa, est le premier manhwa à être justement adapté en animé. Le manhwa a tellement inspiré de personnes que en fait il se développe comme les mangas se sont développés à peu près dans ces années-là également. Suite à cela, les manhwas vont devenir de plus en plus volumineux et intenses, notamment grâce à un manhwa de sport. Le pitch est très simple de ce manhwa, c'est une équipe très peu connue de Corée va battre toutes les équipes fortes du Japon. Donc vous voyez, même dans les années 90, il y a quand même ce système de la Corée contre le Japon. Et à partir de ce moment, le modèle économique que l'on connaît aujourd'hui, dans les grandes lignes, existe en Asie. Parution en épisodes, en chapitres, et de plus en plus gros pour devenir des livres. Et le genre qui domine, et c'est pas mal aujourd'hui également, c'est le héros pauvre, nul, qui est totalement abandonné de la société, qui, son but, est de devenir le plus fort, le plus riche, etc., etc. Il faudra attendre, du coup, mesdames, fin des années 80, voire 90, pour que vos premiers manhwas apparaissent. D'ailleurs, il y a un nom pour cela, c'est la Shunjeong manhwa. Et maintenant, ce manhwa est développé chez les enfants, chez les adultes, chez les hommes et chez les femmes. Qui dit années 80-90, c'est surtout l'expansion des mangas. On va pas se cacher, les mangas, que ça soit dans les années 80 ou aujourd'hui, dominent largement le marché asiatique. Mais la Corée ne va pas se laisser faire. Ils vont créer de nouvelles choses, se renouveler. Non, ils vont copier ce que font les Japonais, leur mettre à leur sauce et créer des manhwas sur les fantasmes sexuels des hommes. Oui,
Je ne déconne pas. Certains auront même le droit à avoir des représentations en animé. Allez, c'est cadeau, je vous donne un nom pour celui-là, c'est Noodle Nude. Il n'y aura pas de photo par contre, donc vous pouvez faire vos recherches, mais avec vos deux mains sur le clavier, s'il vous plaît. Après, il n'y a pas que ça. Pour le côté féminin, ils vont faire des représentations un peu plus... pas folles. Je trouvais pas le nom, donc ça sera pas folle. On va avoir un point de vue de la vie courante des Coréens, que ça soit dans leur vie de tous les jours, chez eux, au travail. Ça va être vraiment basé sur les sentiments des personnes. Vraiment, là comme ça donne pas du tout envie. Et grâce à la mondialisation, et surtout grâce à Internet, le manhwa va se développer très vite. Vous avez déjà sans doute en tête maintenant Webtoon ou ses équivalents, ou vos sites de scan préférés. Nous sommes arrivés du coup dans les années 2010-2020, où le manhwa est ce qu'il est aujourd'hui. Personnellement, j'ai commencé ces œuvres du coup cet été 2023. J'ai adoré ça, j'en ai enchaîné tellement, plus d'une dizaine, peut-être même j'approche de la vingtaine. C'est clairement devenu une drogue. Et donc voici ce que je vous recommande si vous voulez commencer à lire des choses. Après, il en existe tellement différents, mais je vais vous dire, moi, le style que j'adore actuellement. Donc on va commencer avec ce qu'il y a derrière moi ici. Nous avons du Solo Leveling, du The Beginning After the End ou The Dread of Seoul Station. Pour le premier, c'est vraiment mon coup de cœur pour le moment, c'est mon top 1, c'est 200 chapitres de pur bonheur. Pour le second, The Beginning, actuellement on pause parce qu'il y a eu des problèmes entre illustrateurs, etc. Donc ils ont recherché un, ils en ont trouvé un. Ils essayent de sortir la suite pour 2023, mais ça va être chaud. Pour le moment, il y a 175 chapitres et c'est 175 de pur kiff. Et pour Druid, on est à peu près à 104 chapitres actuellement. On a dépassé les 100 il y a peu. Et en vrai, c'est très cool. Je pense d'ailleurs pour Druid, on doit pas être si loin que ça de la fin. Sinon, il y a l'œuvre Returner Magical Should Be Special, où là, il y a à peu près 230 chapitres. L'animé va sortir également très prochainement et le premier manhwa en livre va sortir, donc c'est le 11 ou 12 octobre. Ou alors sinon, il y a le classique, vous le connaissez sans doute, c'est l'un des plus connus, c'est Omniscient Reader Viewpoint. Si j'ai fait mon boulot, je vous ai mis à chaque fois le synopsis de l'œuvre, je vous laisserai faire pause si vous avez envie de lire ces œuvres. J'ai adoré écrire cette vidéo, c'est vrai que c'était pas si simple si vous n'êtes pas trop fan d'histoire, etc. parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et d'ailleurs de base, je voulais rajouter les manhwa, qui sont du coup la BD chinoise, mais je me suis dit déjà, si on se contente de la Corée, ça fait déjà une belle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces œuvres vous donnent envie de les lire, elles vaut vraiment le détour. Et sinon, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et j'espère plus de choses diversifiées. Allez, salut!